Alors ce sujet de l'Extrême-Orient en tension, eh bien, comme vous le savez, notamment dans la suite ou pendant les événements d'Ukraine, les esprits se sont échauffés en Extrême-Orient et on a un certain nombre de zones de contentieux, de frictions, de tensions. Alors on va dire qu'elles sont détendues entre le Japon et la Corée du Sud, ce qui est quand même récent, puisque la Corée du Sud a été considérée longtemps comme une colonie du Japon et que ça ne se passait pas très bien depuis la fin de la guerre de Corée. Elles sont atténuées entre le Japon et la Russie pour ce qui concerne le sud des Kouriles, puisque en 2014, à la suite de ce que Poutine est venu se jeter dans les bras des Chinois, du coup les Japonais, les Russes ont rompu les négociations à propos du sud des îles Kouriles. Donc on n'en parlera pas. Elles sont tendues entre le Japon et la Corée du Sud d'une part et la Corée du Nord d'autre part à cause de la menace missile permanente de la Corée du Nord. Entre le Japon d'un côté, la Chine et la Russie de l'autre côté, puisque les Chinois et les Russes accomplissent une multitude de manœuvres aéronavales autour du Japon et en mer de Chine de l'Est en particulier. Donc il y a des simulacres de menaces à l'égard du Japon. C'est également des tensions entre le Japon et la Chine à cause du contentieux entre les deux pays en mer de Chine de l'Est. Elles sont hyper tendues entre l'Asie du Sud-Est et d'autre part la Chine et les États-Unis. Ces États d'Asie du Sud-Est qui essayent de tenir une politique d'équidistance entre les États-Unis, parce qu'on ne sait jamais, si jamais la Chine attaquait ou nous embêtait, on aurait bien besoin de l'aide des Américains. Et puis de l'autre côté, la Chine, qu'il ne faudrait quand même pas trop contrarier, d'autant plus que la Chine est le principal marché des pays d'Asie du Sud-Est. Donc également, tension aussi, parce qu'il y a des menaces chinoises sur la liberté de la navigation internationale en mer de Chine du Sud. Et puis elles sont hyper tendues maintenant entre la Chine et Taïwan d'un côté, et puis le Japon, les Philippines et les États-Unis. Je développerai tout ça à la fin. Il y a effectivement une menace chinoise directe sur Taïwan. Est-ce qu'elle s'appliquera ou non, ou quand? C'est le problème. Il y a une menace chinoise potentielle sur le Japon et les Philippines. Je vous expliquerai pourquoi dans la deuxième partie de mon exposé. C'est le problème du soutien américain à Taïwan. Et ce sont les menaces chinoises indirectement sur Okinawa, où il y a la 7e flotte, et sur la base américaine de l'île de Guam, enfin des îles de Guam. Donc, on revient au verrou taïwanais. Donc, à cause de ce fameux verrou, on ne peut pas dissocier ce qui se passe en mer de Chine de l'Est, au nord de Taïwan, et ce qui se passe en mer de Chine du Sud, au sud de Taïwan. Alors on va reprendre un petit peu où on en est maintenant dans les différents contentieux sans rentrer dans les détails parce que sinon je referai l'exposé que j'ai fait en 2019. Mais un rappel. Alors ici, le contentieux sino-japonais en mer de Chine de l'Est, il porte, je ne parle pas du partage du plateau continental, on voit bien la bordure du plateau continental ici, mais essentiellement sur les 3 petites îles Senkaku ici, qui sont sur le rebord du plateau occidental chinois, et de l'autre côté de la fosse dite d'Okinawa. Alors, depuis 2012, les Chinois font pénétrer leurs garde-côtes non seulement dans la zone contiguë des Senkaku, qui sont en contentieux donc entre les Chinois et les Japonais, je le rappelle, depuis que les Américains ont restitué ces îles Okinawa aux Japonais, ces îles qui servaient de champ de tir à l'aviation américaine avant ce retour des Senkaku au Japon. Et donc à partir de 2012, on voit bien sur ce graphe comment les Chinois, avec leurs garde-côtes, ont pénétré en zone contiguë des Senkaku, voire également en mer territoriale. Donc ça accroît les tensions. Et il y a une particulière activité ici entre 2019 et 2022 avec de nombreuses pénétrations et le nombre de bateaux des garde-côtes impliqués. 2023, pourquoi ça s'est ralenti, ça
il faudra attendre la fin de l'année pour savoir exactement quelles sont les statistiques que nous donnent les Japonais. Dans cette affaire-là, en 2013, les Chinois ont décidé de créer une zone d'identification et de défense aérienne, ADIZ en anglais, sur la mer de Chine de l'Est, qui correspond en gros à sa revendication sur l'espace océanique de cette région-là. Tout le monde a le droit d'instaurer une zone d'identification et de défense aérienne, parce qu'il s'agit de détecter les objets volants identifiés ou non, ou de les identifier par mesure de sécurité pour l'État. Donc le problème, c'est qu'il y a une différence entre une ADIZ et l'espace aérien régulier. Donc les Chinois, il y a des règles qui existent pour pénétrer dans un espace aérien national. Eh bien les Chinois, dans cette ADIZ, imposent exactement les mêmes règles que pour rentrer dans l'espace aérien. Là, ils sont contrevenants totalement aux conventions internationales sur la navigation d'une manière générale. Donc, ce qui fait que nous avons une navigation aérienne commerciale et militaire qui est complètement internationale, qui est otage de la Chine. Et un incident récent, tout récent, qui date du 16 octobre, un avion de patrouille maritime canadien qui survolait la mer de Chine de l'Est pour se rendre de l'autre côté de la péninsule coréenne pour veiller à l'application de la résolution de l'ONU sur l'embargo contre la Corée du Nord à cause de ses essais nucléaires. Donc cet avion a été harcelé de manière extrêmement dangereuse par un avion de chasse chinois. Donc voilà les photos qui ont été prises. En plus de ça, il y a de vrais témoins puisqu'il y avait 2 journalistes qui étaient à bord du CP-140, c'est le nom de l'avion canadien, et on voit même à un moment donné, cet avion chinois est passé à 1 mètre de l'avion canadien, donc défiant toutes les règles en termes de sécurité de la navigation aérienne internationale. Passons à la mer de Chine du Sud. Alors on ne va pas faire toute la révision de ce que je vous avais présenté en 2019, mais il y a un certain nombre de choses nouvelles qui sont apparues. D'abord, les Chinois, on parle de cette fameuse langue de buffle qui correspond à ce tracé en 9 traits, maintenant un 10e trait derrière Taïwan. Cette langue de buffle, là, les Chinois prétendent que elle représente 80 à 90% de la mer de Chine du Sud, et les Chinois avancent le fait que ce serait une mer historique, ce qui n'est pas du tout reconnu par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, pour prétendre à souveraineté sur cet espace. La Chine a été retoquée dans ses prétentions en 2016, plus exactement le 12 juillet 2016, à la suite du jugement qui a été rendu par la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, puisque les Philippins ont eu le courage, et pour les Chinois le culot, de porter plainte contre la Chine pour les exactions des gardes-côtes chinois, des milices maritimes chinois contre les pêcheurs philippins dans leur zone économique exclusive. Je rappelle que la zone économique exclusive, ça fait 200 000 marins mesurés en gros à partir des côtes. Et la Cour permanente d'arbitrage a déclaré que ce tracé en 9 traits à l'époque était sans effet légal. La Chine ne veut rien entendre du tout sur ce sujet-là, refuse le verdict, ce qui fait que nous avons une situation tendue, inchangée, et même s'est aggravée en mer de Chine du Sud. Alors la Chine a beau jeu dans cette affaire-là, puisque lorsqu'elle a ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, excusez-moi, j'ai plus la date en tête là, mais comme elle en avait la possibilité, elle a émis des réserves. Donc, elle a émis des réserves en refusant absolument toutes les 4 propositions qui étaient faites dans la Convention pour régler les litiges maritimes qui pouvaient exister entre tous les pays. Donc c'est facile, on signe des règles du jeu, mais on met sous le coude une partie qui est importante. Alors à partir de là, les Chinois peuvent continuer à présenter leurs prétentions sur la mer de Chine du Sud, comme sur la mer de Chine de l'Est d'ailleurs.
Et puis cette prétention s'est aggravée, ça c'est tout récent, puisque la Chine a publié le 28 août 2023 une nouvelle carte qui est ici, et donc on voit le tracé en 9 traits ici, mais ça inclut également les territoires qu'elle conteste à l'Inde en particulier. Et puis évidemment, ce qu'elle conteste au Japon de l'autre côté. Donc tout le monde a crié, l'ASEAN, le Japon, l'Inde ont crié que la Chine outrepassait ses droits, mais la Chine fait la bûche, elle ne veut rien entendre. Donc tout ça, ça renforce ses prétentions en contestant tout à fait aux autres riverains de la mer leurs droits souverains sur leurs zones exclusives respectives. Alors, pour s'y retrouver un petit peu, en rouge, vous avez la langue de buffle. En bleu pointillé, les limites des zones économiques exclusives du Vietnam, de l'Indonésie, de la Malaisie, de Brunei, des Philippines. La Malaisie en deux parties, puisqu'elle est coupée en deux au nord de Bornéo. Alors, avec la prétention chinoise, eh bien, les pétroliers vietnamiens, par exemple, qui veulent travailler dans leur zone économique exclusive, ils sont en tort, ils sont en faute. Pareil pour les Philippins, pareil dans le domaine de la pêche, et à un tel point que quand même, il y a un certain nombre de sociétés étrangères qui étaient en contrat avec le Vietnam, par exemple, Petro-Vietnam, qui était en contrat quelque part par là, eh bien, les Espagnols, c'est Repsol, je crois, a fini par décrocher. Il y a même le chef d'état-major de l'armée chinoise qui s'est déplacé en Espagne pour essayer de convaincre les Espagnols de se retirer du projet. Ces prétentions étaient encore aggravées avec la loi révisée sur la sécurité maritime du 1er février 2021, donc ça c'est tout nouveau. C'est applicable, alors les Chinois ne disent pas dans nos eaux territoriales, ils disent dans les eaux sous juridiction chinoise, ce qu'ils appellent Nanhai Judao. Nan, sud, Hae, la mer, donc mer du sud, Ju, le groupe, et Tao, les îles, le groupe des îles. Donc, le groupe des îles du Sud. Alors là-dedans, il y a les îles Pratas, entre le Vietnam et le Thaïlande et le Taïwan et la Chine. Ça, c'est une affaire intérieure aux Chinois. Les îles Paracel entre les Vietnamiens et les Chinois. Un archipel tout à fait fantoche qui s'appuie sur les récifs de Scarborough, qui ont été volés aux Philippines en avril 2012, et puis l'ensemble des îles Spratleys. Donc tout ça, Nanhai et Judao gère cet ensemble-là, et la mission de police maritime qui est donnée aux gardes-côtes va au remplissage de missions normales à toute police maritime, mais au-delà, ils peuvent utiliser leurs armements, y compris les armements de bord, et même contraindre au démantèlement d'installations illégales. Ça veut dire que s'il y a une plateforme de forage quelque part, alors je reviens un petit peu en arrière, quelque part ici, eh bien les gardes-côtes peuvent d'entrée exiger que les pétroliers démontent leur plateforme. Alors ça ne se passe pas encore actuellement comme ça, on voudrait voir comment ça pourrait se passer à l'avenir, mais en tout cas, déjà simplement à cause de ça, les Philippines ont renoncé à un certain nombre d'accords pétroliers avec les Britanniques en particulier dans un des secteurs de leur zone économique exclusive. Donc du coup, ce sont des effets qui ont commencé à se manifester dès la mise en application de cette nouvelle loi, avec l'aggravation des contentieux avec les riverains de l'Asie du Sud-Est et des incidents graves provoqués avec les autres usagers. Donc je viens de parler en particulier de cette affaire des Espagnols qui ont été contraints de se retirer. Et dans cette affaire-là, un rôle extrêmement important qui est joué par les milices maritimes. Alors j'en parlerai tout à l'heure, mais déjà, c'est un aspect de ce qu'on appelle la guerre hybride. Un cas concret récent de ce que je viens de vous dire, c'est le harcèlement chinois contre les Philippins sur le haut-fond Thomas II. Le haut-fond Thomas II n'est pas loin de l'île de Palawan, mais là-dessus, les Philippins ont drossé en 1999 un vieux bâtiment de débarquement pour marquer non pas leur souveraineté, parce qu'ils sont en zone économique exclusive, mais leurs droits souverains. Donc c'est exactement comme s'ils avaient implanté une plateforme pétrolière. Eh bien, du 5 et le 22 août,
le 8 septembre, le 4 octobre, les Chinois ont empêché, avec leur garde-côte, de procéder à un ravitaillement de la petite garnison. Il y a 10 bonshommes sur le bateau en question, et donc ils voulaient les ravitailler, et les Chinois ont dit mais non, c'est une intrusion dans notre territoire à nous, pas question. Donc ils se sont mis en travers. Alors le problème, c'est que les Philippins sont un petit peu malins, même beaucoup d'ailleurs, et ils ont utilisé des bateaux à lège, comme celui qui est ici, là, voilà, pour se faufiler entre les garde-côtes chinois, avec un tirant d'eau très faible qui permettait de naviguer sur des hauts fonds, alors que les garde-côtes chinois, trop lourds, n'ont pas pu suivre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a, au mois de février, il y a la milice maritime a illuminé par laser des bateaux de pêche dans le secteur de Thomas II, déjà. Il y a des menaces autour de l'île de Titou. Alors je vous la montrerai tout à l'heure sur une de mes diapos, comme ça vous pourrez la situer. Ce sont aussi les incidents autour des récifs de Scarborough, comme je vous l'ai dit, qui avaient été volés aux Philippins en avril 2012 par les Chinois. Et on voit de nombreux incidents se dérouler entre les gardes-côtes et les pêcheurs philippins qui reviennent travailler dans ce secteur-là parce que, de tradition, ils viennent pêcher dans Scarborough. Et puis, on a l'occupation depuis le 7 mars 2021 d'un haut fond qui est Whitsun Reef. Alors voilà pour le situer dans les Spratley, hein, il est en plein cœur, mais regardez ça. Depuis 2021, il y a des bateaux de pêche qui sont là en permanence pour marquer la présence chinoise. Et puis, dans mon idée, il y a un travail de mesure des fonds pour essayer de voir comment créer de nouvelles îles artificielles, comme ils en ont déjà créé 8 entre 2013 et 2017. Donc ces milices maritimes, ce sont des pêcheurs. En réalité, ce sont de faux pêcheurs. Ils sont entraînés pour travailler comme des marins, comme des vrais marins. Ce qui pose un problème sur le plan du droit international. Est-ce que la marine philippine, est-ce que la marine américaine aurait le droit de tirer dessus ou de les saboter? On tirerait sur des civils. Voilà le problème que pose la Chine sur le plan du droit international. Une autre photo de ces bateaux de pêche. Les bateaux bleus, ils sont bleus. Hein. On voit également une multiplication des harcèlements chinois contre le Vietnam, essentiellement dans les opérations de prospection sismique 2D par la Chine dans la zone économique exclusive du Vietnam, pareil contre la Malaisie, pareil contre l'Indonésie. Alors, quelques exemples un peu parlants. Voilà, mais ça ne s'est plus reproduit depuis 2012. Par trois fois, les gardes-côtes chinois ont sectionné les antennes acoustiques linéaires qui servent à faire le relevé des fonds, de la recherche des gisements pétroliers au fond de la mer. Ça, je crois que je vous l'avais montré, c'est une petite révision. En 2019, voilà comment le bateau de recherche sismique chinois a opéré carrément en zone économique exclusive vietnamienne. Ça, c'est au sud-est du Vietnam. Ici, carrément, au large de Nha Trang, donc au centre du Vietnam, eh bien, carrément à 100 km de là, eh bien, vous avez un navire de recherche sismique chinois qui a effectué des recherches. Et on voit quand même que par rapport à la limite de la zone économique exclusive du Vietnam, les Chinois opèrent carrément en secteur vietnamien sans avoir demandé l'autorisation. Car un État peut très bien opérer, effectuer des mesures sismiques ou faire des expériences scientifiques en zone économique exclusive sous réserve que ce pays ait obtenu l'autorisation du pays hôte. Autre exemple, avec la Malaisie, avec l'Indonésie. Alors, regardez bien l'itinéraire du bateau chinois. Il a abordé exactement ses activités à la limite du tracé en 9 traits. C'est dire à quel point les Chinois sont capables de jongler sur l'ambiguïté dans ce domaine-là. Pareil sur la Malaisie, hein, les recherches malaisiennes ont été perturbées par un garde-côte chinois qui était là en permanence
Et pour récapituler, voilà ce que ça a donné entre 2020 et 2021, toutes ces recherches chinoises, alors qui se sont faites parfois chez eux, hein, dans ce secteur-là, mais pas ici, en mer de Chine du Sud, au centre de ce qui reste de ce qu'ils estiment être leur propriété, donc sous juridiction chinoise, dans la langue de buffle. Alors dans ce cas, quelles sont les capacités de défense des pays d'Asie du Sud-Est? Eh bien, en ce qui concerne les contentieux territoriaux insulaires, Vietnam, Malaisie, Philippines, Brunei, ils sont tout seuls. Je ne parle pas trop de Brunei parce que les Chinois ont réussi à acheter le gouvernement bruneiien par un certain nombre de contrats, donc les Bruneiens font profil bas sur leurs revendications, leurs toutes petites revendications sur un îlot au large de ses côtes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils protestent, ils dénoncent. Les Philippins ont envoyé je ne sais combien de notes de verbales de protestation auprès du gouvernement chinois via leur ambassadeur à Manille. Alors, pour ce qui concerne la défense de leurs droits souverains dans leur zone économique exclusive, là, ils ne sont pas tout à fait tout seuls, mais presque. Donc, on a les quatre mêmes, hein, plus l'Indonésie, puisque l'Indonésie n'a pas de contentieux territorial avec les Chinois, c'est simplement la zone que je vous ai montrée tout à l'heure, le quart nord-est, au nord nord-est de l'île de Natuna, qui est en contentieux avec les Chinois, mais c'est uniquement de la mer. Il y a cette exploitation possible du jugement rendu par la Cour permanente d'arbitrage, parce que même s'il était rendu en faveur des Philippines, elle pourrait très bien être bénéfique pour le Vietnam, la Malaisie et l'Indonésie. Donc par extrapolation, ces quatre pays pourraient en bénéficier. Alors dans cette affaire-là, qu'est-ce qui reste aux pays d'Asie du Sud-Est? Il reste à chercher des solutions de paix, mais elles ne sont pas énormes parce qu'en bilatéral, eh bien, les Chinois font en sorte qu'il n'y ait plus de négociations multilatérales, donc ASEAN-Chine, mais se débrouillent pour essayer d'avoir des négociations bilatérales pour négocier avec les uns ou les autres et parfois en jouant sur le fait qu'il y ait des dissensions, par exemple, entre le Vietnam et la Malaisie, entre le Vietnam et les Philippines, etc. Donc, le problème de l'ASEAN, c'est d'arriver à trouver une entente commune, avec un problème, c'est que le Cambodge, le Laos sont carrément achetés par la Chine avec des programmes de développement énormes, ce qui fait que lorsqu'est abordée en réunion la question de la mer de Chine du Sud, les Cambodgiens en particulier s'efforcent de saboter les déclarations qui sont faites en fin de réunion pour qu'il n'y ait pas mention de la mer de Chine du Sud. Donc il y a un sabotage qui est fait à partir de là. Donc les pays d'Asie du Sud-Est essayent de s'unir. Alors il y a quand même un premier exercice naval, ce qui est une première, conjoint qui a été réalisé à proximité de la mer de Chine du Sud à la fin du mois d'août de cette année. Alors ça n'a pas porté loin, mais simplement déjà une coordination, naviguer ensemble, travailler sur les histoires de secours en mer, etc., de lutte contre la pollution en mer, éventuellement de la piraterie. Bon, c'est des sujets qui peuvent quand même rassembler. Il y a des forats de garde-côtes qui se tiennent depuis 2015, donc on échange des idées, on voit quelles sont les solutions qui pourraient apparaître pour défendre ses intérêts. Et en 2022, l'Indonésie a suscité un projet de comité restreint à 5, donc les 5 seuls pays qui sont confrontés à la Chine en mer de Chine du Sud. Alors là, je ne sais pas trop où ça en est, ça n'a pas suivi avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis le point extrêmement important, ce sont les négociations qui sont conduites en vue d'aboutir à un code de conduite. Il y a déjà une déclaration de conduite, et si cette déclaration de conduite qui date de décembre 2004, si cette déclaration de conduite était tenue avec bonne foi, il n'y aurait pas de problème. Mais là, on essaye de renforcer la situation, on cherche à créer un code de conduite. Au départ, les Chinois n'étaient pas favorables. Et puis tout d'un coup, ils y sont venus. Ils y sont venus et l'objectif pour les pays d'Asie du Sud-Est, c'est de parvenir à la fin du harcèlement de la Chine populaire contre leurs pêcheurs ou contre leurs autres activités en mer dans leur zone économique exclusive. Tout ça, c'est une illusion. Tout ça, c'est une illusion et c'est amusant parce que tout le monde soutient ce projet.
y compris l'Europe, les États-Unis, etc. Mais c'est une illusion, et je l'ai déjà écrit 8 fois, non pas 8 fois, j'exagère un peu, 4 fois sur le site d'Asien 21, c'est une illusion tout simplement. Pourquoi? Parce que à partir du moment où les pétroliers vont travailler en zone économique exclusive du Vietnam, de l'Indonésie, de la Malaisie et des Philippines, ils seront en tort. S'il y a un code de conduite ils seront en tort et seront passibles de passer devant les tribunaux chinois. Et on va y arriver tout simplement. Et là, j'ai du mal à trouver des informations. Tout ça parce qu'il y a 4-5 ans, un député chinois a dit que la Chine cherchait à transformer un certain nombre de ces tribunaux maritimes qui gèrent les histoires de contentieux entre bateaux, sociétés, etc., mais leur donnait une vocation internationale du même type que la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, que la Cour internationale de justice, que la Cour permanente du droit de la mer à Hambourg, etc. Donc ça veut dire que si les Chinois réussissent à obtenir ce statut-là, ils seront encore plus forts face aux activités des pays d'Asie du Sud-Est dans leur zone économique exclusive en disant ils viennent chez nous, sur notre territoire, prospecter contre nous. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait un code de conduite. Il faut qu'il y ait autre chose, mais certainement pas un code de conduite parce que les pays d'Asie du Sud-Est vont se retrouver lésés. Alors, dans cette affaire-là, je disais que les pays d'Asie du Sud-Est étaient presque tout seuls pour être défendus dans leurs droits. Donc j'en ai parlé, il y a de la part de la Chine la réfutation intégrale du jugement de la Cour permanente d'arbitrage, c'est pas la peine que je m'étende dessus. De temps en temps, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, par note verbale, que ce soit à l'ONU ou que ce soit auprès de la Chine par intermédiaire de leurs ambassades, eh bien, rappellent, demandent que les pays riverains de l'Asie du Sud-Est aient le droit d'exploiter leur zone économique exclusive comme ils en ont le droit en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Mais là, depuis le 16 septembre 2020, il y a eu les incidents sur Thomas II dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a eu des protestations de tout le monde, mais depuis, silence radio. On proteste une fois et on ne met pas la pression, comme les Chinois savent le faire de leur côté, pour obtenir gain de cause. Dans cette affaire-là, c'est quand même le soutien américain qui est le plus fort. Donc, d'une part, parce qu'ils adressent des défenses verbales et puis des défenses et mènent une action diplomatique. La dernière année de Trump, Kelly Craft, donc ambassadeur de l'US-ONU, des États-Unis à l'ONU, a envoyé un courrier au secrétariat général de l'ONU. Bon, Pompeo, de son côté, lorsqu'il était secrétaire d'État, a apporté un soutien verbal aux droits des riverains à exploiter toutes leurs ZEE. Et puis c'est tout. Bon, il y aura quand même de la part des Américains des manifestations navales et aériennes de proximité. Donc au profit de la Malaisie en 2020, hein, quand ce que je vous ai montré tout à l'heure, quand le bateau de recherche sismique malaisien a été harcelé par les Chinois, eh bien, il y a un avion de patrouille maritime américain qui est passé par là au-dessus pour dire attention, on est là. Il y avait des bateaux qui n'étaient pas loin. C'est pareil, au moment du ravitaillement de Thomas II par les Philippins, il y a un avion de patrouille maritime américain qui est passé au-dessus de la zone. Alors tout le monde a dit pour qui, pourquoi, mais enfin il est évident que c'était pour marquer le soutien aux Philippins. Il y a aussi un renforcement des actions de coopération militaire. Alors il y a une approche assez forte du Vietnam, mais le Vietnam n'a pas envie d'être pieds et poings liés avec des accords, par des accords, y compris avec les Américains. Donc il peut y avoir entente, mais accords, ils ne sont pas très chauds. Il y a une coopération dans le domaine des gardes-côtes avec l'Indonésie. Et puis, ce qui est important, il y a l'annonce de la reprise des patrouilles communes américano-philippines en mer de Chine du Sud. Normalement, ça devrait se passer à partir de maintenant, c'est annoncé pour cet automne. Alors là, il va y avoir un vrai problème pour les Américains, parce qu'en vertu du traité de défense mutuelle de 1951,
les Américains l'ont redit, ils l'ont redit à l'époque de Trump. Le traité de défense mutuelle de 1951 s'applique aux mers de Chine, et donc, mais s'il est prouvé que l'attaque a lieu contre des Philippins, contre des Malaisiens, etc. Donc, et le territoire philippin. Donc ça ne s'applique pas sur les zones insulaires contestées entre la Chine et les Philippins. Donc ça ne s'appliquera que si un Philippin est tué par un garde-côte chinois, et encore. Donc là, les Américains vont se retrouver devant une véritable épreuve, et en particulier celle des milices maritimes. Il va y avoir un vrai problème. Alors pareil, silence radio au niveau de l'ONU, alors que l'ONU est censée veiller au respect du droit international, notamment le droit des pays de l'Asie du Sud-Est à exploiter en toute sérénité leur zone économique exclusive. Nous voilà donc passés au problème international, puisqu'on a parlé des Chinois, des Américains. La loi sur la sécurité maritime va poser problème à partir du moment où les Chinois prendront encore plus de force que maintenant et voudront s'aviser à contrôler la navigation commerciale internationale. Alors c'est un autre moyen de vouloir assurer la sécurité maritime dans tout l'espace de la mer de Chine du Sud. C'est un autre moyen d'affirmer la langue de buffle comme étant mer territoriale chinoise. Or, le droit de la mer dit bien que la mer, enfin, on extrapole à partir de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, que la mer de Chine, qu'elle soit du sud ou de l'est, est une mer, sont des mers internationales. Au même titre que la Méditerranée, imaginez, l'Italie, comme l'avait fait à l'époque Mussolini, déclarait que la Méditerranée est une mer italienne ou algérienne. C'est inconcevable. Eh bien, c'est exactement le même problème qui se pose pour les mers de Chine. Donc ça contrevient carrément aux articles 17 et suivants de la Convention sur le libre droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales de tout État. Alors là, il ne s'agit pas d'eau territoriale, mais en ce qui concerne les îles que les Chinois ont conquis contre les uns ou les autres, eh bien, les Chinois refusent, même lorsqu'il s'agit de leur mer territoriale réglementaire, le droit de passage inoffensif. Ils exigent que les bâtiments de guerre demandent l'autorisation préalable, alors que la Convention, l'article 17, dit qu'on peut passer dans ces eaux territoriales sous réserve de ne pas se livrer à des actions hostiles envers l'État dont on traverse la mer territoriale. Donc il y a en mer de Chine du Sud, puisque la mer de Chine du Sud, les Chinois la considèrent entièrement mer qui est à eux, finalement, eh bien, il y a une véritable menace contre la liberté internationale de la navigation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Américains, en particulier, vont s'opposer à cette façon de voir les choses. Donc, il y a un combat permanent entre les Américains et accessoirement quelques alliés contre la Chine, pas directement, mais pour montrer leur soutien à la liberté internationale de la navigation dans cet espace marin. Alors, il y a beaucoup d'activités qui sont entreprises, d'abord navales et aériennes, d'abord américaines, c'est la majeure, mais aussi l'Australie, le Japon, l'Inde, le plus souvent en manœuvre avec les États-Unis, et puis nous aussi, tout seuls. Alors il y a le Canada, le Royaume-Uni qui mènent des opérations de ce genre, rares, mais ils les mènent quand même, significatives, et puis nous aussi. La France aussi, sans être à la remorque des États-Unis, malgré la propagande chinoise, il est bien évident que les Chinois disent les Français sont à la remorque des Américains. C'est pas du tout ça. L'état-major de la marine française dit bien que tout ce que nous faisons en mer de Chine du Sud, c'est pour marquer la nécessité de respecter le droit international sur la liberté de la navigation internationale. Alors il y a aussi de multiples autres manifestations de présence. Bon, d'abord les simples transits, les escales chez les pays riverains. Ça serait plutôt dans ce genre de présence les USA, l'Australie et le Japon. Ce sont les transits par le détroit de Taïwan. Alors là, ça agace les Chinois au plus haut point. Mais les Américains emmènent à peu près un transit une fois par mois
Et ça, à partir d'octobre 2018, ils l'ont fait en binôme. On ne voit plus que très rarement une frégate chinoise passer le détroit de Taïwan. Souvent, elles sont deux. Le Royaume-Uni l'a fait une fois avec leur porte-avions, le Queen Elizabeth, en juillet 2021. Et puis nous aussi, avec l'affaire du Vendémiaire. Alors si on a le temps, on pourra en reparler à la fin. Ça m'a valu d'écrire un article pour le site d'Asie 21 qui a été repris par l'association de soutien à l'armée française. Le Vendémiaire qui est passé dans le détroit de Taïwan le 6 avril 2019, et alors qu'il était en route vers la Corée du Nord pour travailler à la veille de l'application de la résolution 1718 à l'encontre de la Corée du Nord. Puis on a eu l'émeraude et la Seine au début février 2021, donc l'émeraude d'un sous-marin. Alors là, ça a soulevé un émoi pas possible dans la région. La Seine, son bâtiment de soutien. Et puis la mission Jeanne d'Arc en 2021. Et puis depuis, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres activités. Alors, ça, c'est pour les transits. On passe dans la mer, on s'attarde un petit peu, etc. Et puis, il y a tous les exercices navals et aériens. Les Américains, soit tout seuls, soit avec des alliés. Alors, quelques photos, ici avec le groupe aéronaval Ronald Reagan. Alors, j'ai pas de photos plus récentes, j'aurais pu en trouver facilement, mais c'est pour illustrer un petit peu ce que je vous raconte. Et puis, il y a les opérations proprement dites pour la liberté de la navigation. En mer de Chine du Sud, comme vous le savez, les Chinois ont créé 8 îles artificielles, soit en finissant de combler 3 îles qui existaient, soit carrément en comblant des hauts-fonds pour en faire de véritables bases de défense, avec missiles, capacité d'accueil d'avions sur 3 d'entre eux, avec des pistes de 3000 mètres. Et donc, autour de ces îles, et en fonction de ce qu'a dit la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, eh bien, uniquement les îles peuvent avoir une mer territoriale. Donc, 12 000 marins à partir de leurs côtes. Ce que font les Américains pour contraindre les Chinois à respecter la Convention des Nations Unies, c'est de passer dans la mer territoriale de ces îles. Alors c'est un petit peu litigieux, mais enfin c'est pour signifier, donc c'est hardi, c'est téméraire, ça voisine presque la provocation, mais provocation chinoise contre provocation américaine, on ne peut pas condamner cette action américaine. Sachant que les Américains pratiquent ça partout, dans tous les pays du monde où ils considèrent, même s'ils n'ont pas ratifié la Convention des Nations Unies. Les Américains n'ont toujours pas ratifié la Convention des Nations Unies, mais ils la respectent, contrairement aux Chinois, de leur côté. Donc, les Américains font ça partout où ils considèrent que des pays outrepassent leurs droits en regard de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. C'est pour ça qu'ils ont mené une opération telle que celle-là contre le Vietnam en particulier, une fois, parce que Pulo Condor est beaucoup trop éloigné de la côte vietnamienne. Le Royaume-Uni l'a fait une fois dans les Paracels, alors là, les Chinois ont crié, c'est pas possible. Et donc, ce que je vous dis, les États-Unis pratiquent des incursions dans les eaux à proximité immédiate des îles artificielles chinoises créées dans les Spratlys, dans les Paracels. Et si on veut être puriste, à partir du moment où les Chinois ont créé des îles artificielles à partir de hauts fonds, normalement, la mer territoriale réglementaire qui devrait leur être laissée, comme autour des plateformes pétrolières, c'est une zone de sécurité de 500 mètres. Là, les Américains leur accordent quand même 12 000 marins. Alors, pour se donner une idée de ce qui s'est passé, voilà un graphique que j'ai amélioré à partir de Sputnik News, n'est-ce pas? Et on voit que les plus fortes opérations ont été menées sous l'ère Trump, avec 9 opérations. Et puis depuis que Biden est au pouvoir, il a mis un bémol dans ces opérations-là, mais il y en a eu quand même 2 en 2022, et je crois qu'il y en a eu seulement une depuis le début de 2023. Pour illustrer tout ça, un petit peu le genre de bâtiments, de frégates qui mènent ces opérations. Et puis il y a les survols. Les survols, alors ça aussi c'est des chiffres que j'aurais pu mettre à jour, mais c'est au moins pour se donner une idée de cette activité. En 2020, on a eu au moins 1000 sorties d'avions américaines.
au-dessus de la mer de Chine du Sud, de l'Est et de Taïwan. Et vous voyez qu'au-dessus de la mer de Chine de l'Est, eh bien, les Américains n'ont cure de ce qu'imposent les Chinois en termes d'obligation d'identification pour traverser la 10. Autre vol de démonstration de force avec des bombardiers. Nous arrivons donc maintenant à cette importance stratégique de la mer de Chine du Sud pour Pékin, il s'agit, vous l'avez compris, d'abord de contenir la menace américaine. Alors ça, c'est de la révision pour vous, vous connaissez tout par cœur, du moins ceux qui sont venus en 2019. En mer de Chine du Sud, la mer de Chine du Sud n'est pas suffisante à elle toute seule pour assurer un dispositif global stratégique de sécurité pour la Chine face aux États-Unis. Alors l'homme que vous voyez là, c'est l'amiral Liu Huaqing, qui est réformateur de la marine chinoise qui a été en service entre 1982 et 1988 et qui a transformé la marine chinoise, qui était côtière jusque-là, en marine de haute mer. Et pour la défense de la Chine, il a défini 2 lignes de défense. Une ligne verte qui s'appuie sur les îles Ryukyu, Taïwan et puis les archipels de la mer de Chine du Sud. Et une deuxième ligne qui s'appuie sur l'arc des Mariannes, où justement il y a la base américaine de Guam. Ils en ont défini une troisième qui s'appuie sur la dorsale Empereur et une ligne fictive qui va jusqu'à l'Australie. En fait, les Chinois n'ont pas fait preuve de beaucoup d'imagination, c'est exactement la chaussette retournée à l'envers des lignes de défense américaines. Rouge, première ligne pour les Américains, deuxième ligne pour Guam, et puis la verte pour la défense au-delà, face à la Chine. Alors dans cette affaire-là, le problème des Chinois, c'est de pouvoir faire sortir en toute sécurité depuis la base de Sanya leurs 6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Je rappelle que des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sont faits pour équiper la force de dissuasion, c'est-à-dire pour dire aux Américains, attention, si vous nous bombardez avec des missiles intercontinentaux, on a de quoi répliquer contre votre territoire. Sachant que, pourquoi un jour, quelqu'un ne déciderait pas que la force ne soit plus une force de dissuasion, mais une force d'attaque. Ça, c'est une réflexion à mener. Donc, il s'agit, pour les SNLE, d'échapper à l'observation aérienne hostile, de limiter les risques de détection par sous-marin. Et donc, ce risque de détection existe entre la base de Sanya et puis le rebord du plateau continental, qui est ici. Et donc, sur 100 km, les SNLE peuvent être détectés par, alors ils sont toujours accompagnés par une patrouille, etc., hein, comme partout dans le monde, peuvent être détectés par voie aérienne comme par voie sous-marine. Donc le problème pour les Chinois, c'est de faire que leurs SNLE ne soient pas détectés. Alors ces 6 SNLE, ils doivent pouvoir les mettre à distance de tir des États-Unis, puisque c'est l'ennemi identifié. Donc ils en ont 6 de ces SNLE. Donc ça fait 72 têtes Mirvé, ils les ont depuis 2019. Ces sous-marins sont toujours indiscrets. Ils font 115 décibels contre 90 pour le bruit de l'océan. Donc ils sont facilement repérables. Ce qui a changé par rapport à ma dernière présentation, c'est que maintenant, les Zin de la classe 94 sont dotés d'un Dulang 3 d'une portée de 10 000 km, voire de 12 000 km. Donc ils ont remplacé les Dulang 2 qui étaient limités à 7 000 km. Alors qu'est-ce qui se passe si les Chinois tirent depuis la mer de Chine du Sud? Eh bien, on atteint uniquement le nord-ouest des États-Unis. Donc il faut pouvoir sortir de la mer de Chine du Sud et avancer ces sous-marins pour pouvoir tirer au plus près des États-Unis. Donc l'idéal pour eux, ce serait de faire sauter le verrou taïwanais. Est-ce que c'est pour ça que les Chinois vont attaquer Taïwan? En tout cas, s'ils disposaient de Taïwan, qu'est-ce qu'il se passerait? Eh bien, au nord de Taïwan, avec l'établissement de la 10 dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec le durcissement du contentieux sur les îles Senkaku, avec des frémissements de revendications sur les îles Ryukyu, puisque aux époques impériales, les îles Ryukyu étaient à la fois
tributaire de l'empereur du Japon et de l'empereur de Chine. Donc il y a ça qui joue. Donc ça explique cette volonté d'établir en particulier cette Cadiz au-dessus de la mer de Chine de l'Est. Et puis au sud de Taïwan, eh bien, ça permettrait au SNLE de sortir tranquillement vers le Pacifique. Donc il s'agit pour les Chinois de réussir à faire le vide stratégique de cette mer et d'en faire carrément un bastion, comme c'était à l'ère soviétique sur les mers de Mourmansk et d'Okhotsk. Alors voilà qu'est-ce qui se passe si les sous-marins, les SNLE, arrivent de sortir de leur base de Sanya. Ils peuvent les approcher de la ligne rouge, donc en évitant les défenses américaines évidemment, et à partir de là, le territoire américain pourrait être atteint. Donc le problème, c'est pour les Américains d'essayer d'empêcher les Chinois d'approcher cette ligne. On revient à Taïwan. Donc, comme je vous l'ai dit, faire sauter le verrou taïwanais soulagerait la marine chinoise de la contrainte sécuritaire en mer de Chine du Sud. Pourquoi donc? Tout simplement parce que sur la côte est de Taïwan, il y a 4 ports qui existent déjà et qui peuvent très bien être transformés l'un ou l'autre en base navale comme l'a été la base de Sanya. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de sécurité pour ces SNLE, à peine à 7 km de la côte, c'est une véritable falaise, ou presque, cette côte est de Taïwan, eh bien, les SNLE disparaîtraient au fond de la mer sans être détectés. Vous voyez bien la différence. Donc, ce n'est pas l'objectif officiel affiché par les Chinois, mais c'est une réflexion intéressante qu'il faudrait pouvoir continuer à suivre. Donc, je n'ai pas pris les 4 sites pour vous les présenter, j'en ai pris un seul, celui de Hualien, donc à 7 km de la côte, on a déjà 900 mètres de profondeur. Voilà le port tel qu'il existe actuellement, et si les Chinois s'en emparaient, eh bien, ça ne serait pas difficile pour faire dégager une partie de cette population, là, ici, la reporter vers les montagnes pour établir et agrandir la base. Ça ne leur poserait aucun état d'âme. Alors, au-delà du rêve, eh bien, il s'agit de réussir la sanctuarisation de la mer de Chine du Sud, en tentant d'en interdire l'entrée. Alors quels sont les moyens offerts aux Américains, aux Chinois je veux dire? D'abord les moyens juridiques, on a vu comment ils s'en battaient l'œil. Ce sont les attaques verbales et les menaces contre les alliés, ce sont les protestations contre les exercices navals interalliés in situ, ce sont les interceptions des avions américains et en leur enjoignant de quitter l'espace aérien au-dessus, et c'est le renforcement de la militarisation des îles Paracel et dans les Spratlys des 8 plateformes qu'ils ont entièrement constituées entre 2013 et 2017. Alors voilà, pour illustrer un peu la chose, les 3 qui sont ici, encadrés en gras, sont ceux qui disposent d'une piste de 3000 mètres. Vous retrouvez ici Thomas II, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on en reparlera encore. Et les 5 autres sites qui, eux, ne disposent pas de pistes, mais sont équipés pour la guerre anti-aérienne et anti-navale. Pour vous rappeler comment ces sites ont été transformés, voilà Subi Reef, comme c'était en 2019, donc un atoll effondré. Voilà comment il est devenu en 2017 avec sa piste d'atterrissage. Voilà comment Subi est vu depuis un territoire vietnamien, une véritable ville sur l'eau. Mischief Reef, avant 1995, pareil, reconstitué. Et il y a une 9e île artificielle qui est en gestation, Sabina. Ici, en dessous, vous avez les bateaux de la milice navale. Depuis décembre 2022, les Philippins s'interrogeaient, c'était un véritable balai, ça tournait dans tous les sens. Les Philippins se demandaient ce que faisait la milice navale là. La milice navale en question était déjà venue au mois de mars 2021, stationnée, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sur Whitson Reef, pour faire les mesures géologiques nécessaires pour voir ce qu'on pouvait faire. Donc petit à petit, ils ont vidé leurs poches, leurs soutes,
ils les ont emmenés petit à petit pour faire ce tas-là. Alors comment ils ont fait pour aller au milieu? Je présume qu'il y a quand même des pêcheurs qui sont descendus de leur bateau pour ratisser, pousser, etc. Mais on n'a pas vu d'engin de travaux publics sur les sites. Alors voilà où ça se situe. Donc on a Thomas II ici, Mischief Reef ici, et on a Sabina ici. Donc les Chinois sont en train d'enfoncer un coin dans la zone économique exclusive philippine, et laissez-moi vous dire que ça va continuer si vraiment personne ne fait rien pour les aider. Ils déploient, ces Chinois, toute une panoplie de moyens impressionnantes, notamment de moyens électroniques de détection, marins de détection. Ils menacent de créer une Asie 10 au-dessus de la mer de Chine du Sud, comme ils l'ont fait au-dessus de la mer de Chine de l'Est. C'est la multiplication et la densification des exercices navals aériens sur la mer de Chine de l'Est, la mer de Chine du Sud, le détroit de Taïwan, voire autour du Japon. C'est la multiplication de tirs d'essai de missiles balistiques antinavires, les DF-21D et les DF-26, entre l'île de Hainan et les Spratlys. Et donc, il faut réussir à interdire l'approche de cette mer par les Américains. Donc, on voit les Chinois appliquer ce qu'on appelle la doctrine de déni d'accès de zone, Anti-Access Area Denial, A2AD, contre les Américains. Pour cela, ils disposent de 7 sous-marins nucléaires d'attaque, dont un a eu des problèmes récemment. Ils ont aussi un programme de porte-avions en route. Ils en ont prévu 5. Ils ont toujours nié qu'il y en aurait 5. Ils en sont actuellement au 3e. Le premier, c'est le Liaoning, qui a été une remodélisation du Variag, qui était un porte-avions ukrainien, qui était un porte-avions ukrainien, qui a traîné à 10 ans au large de Canton avant d'être remodelé pour en faire un porte-avions chinois. Il ne sert actuellement que de base école, il leur en faut bien une. Le deuxième, c'est le Shantung, et son port-base, c'est Sanya, le même que celui des SNLE. Il est entré en service le 17 septembre 2019. Voilà une autre photo, c'est quand même assez impressionnant. Et le troisième porte-avions vient de sortir des chantiers navals, le voilà ici, et il devrait entrer en service en 2025. Une autre photo. Les missiles, des missiles balistiques anti-navires. Anti-navires, ça veut dire qu'avec un système spécial, les ogives peuvent arriver sur les ponts des porte-avions et empêcher que les avions reviennent à ponter. Donc le 21D, 2000 km. Le DF6, pareil, anti-navire, 4000 km. Le dernier en date, le DF-17 avec planeur hypersonique, donc indétectable pour l'instant, qui vole à Mach 10 et qui est en compétition avec les Américains, les Russes. Ils en ont aussi des missiles à planeur, actuellement impossibles à détecter. Donc ils peuvent frapper comme ils veulent. Du coup, eh bien, les Chinois, avec leurs différents types de missiles, les DF-21D, les DF-26 qui couvrent l'arc des Mariannes, les DF-17 ont une triple couronne de protection pour empêcher les porte-avions américains, notamment, d'approcher de la mer de Chine du Sud et de Taïwan. Alors j'ai un camarade qui a travaillé, un marin, qui m'a dit « Mais comment peut-on ne pas engager un porte-avions » À partir du moment où ces porte-avions seraient menacés, ce n'est pas la peine de les offrir en cible aux Chinois. Et mon idée, c'est que ça va être d'abord une guerre sous-marine. Et si les Américains veulent approcher du continent chinois, ils doivent pouvoir approcher avec leurs sous-marins qui sont dotés de missiles de croisière, etc., etc., etc. Et après seulement engager les porte-avions. Bon, ça demande à être... Là, ici, ça montre comment ces missiles, la dotation en missiles a évolué. Donc, paradoxalement, elle diminue pour tous ces missiles à portée intermédiaire, enfin en tout cas ces deux-là. Les DF-17 ne sont pas encore assez développés. On ne fait augmenter que la dotation des DF-26. 4000 km.
Donc dans l'immédiat, pour les Chinois, actuellement, il y a quand même échec de leur stratégie de déni d'accès de zone. Donc les Américains, comme les Alliés, peuvent poursuivre leur transit de navires dans le détroit de Taïwan au nom de la liberté et de la navigation internationale en espace marin international. Alors là aussi, ça pose un gros problème, c'est que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dit que lorsqu'il existe au large des côtes un feston d'îles qui permet de rattacher ces îles au continent, eh bien les lignes qui démarquent les mers territoriales des pays peuvent s'accrocher sur les îles en question. Donc les Chinois disent Taïwan, eh ben, c'est tout près. Manque de chance, Taïwan, c'est à 110 km au plus près de la Chine populaire. Donc là, on ne peut pas dire que Taïwan soit à proximité du territoire chinois et puisse être considéré, et que la mer qui est entre les deux, le détroit de Taïwan, soit une mer chinoise. Il joue aussi sur le fait que le plateau continental de Chine rejoint effectivement Taïwan. Là, il n'y a rien à dire, c'est exact. Mais sur le plan de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ils ont tort. Ils ont tort, d'autant plus que, compte tenu des distances qui séparent les deux rives entre le continent et Taïwan, eh bien, si on enlève les 12 000 marins de mer territoriale de chaque côté, tout le reste au milieu, c'est une zone économique exclusive. Mais en termes de navigation internationale, la zone exclusive est considérée comme de la haute mer. Dans les zones exclusives, ne s'exercent que les droits économiques des pays qui ont leur zone économique exclusive. Donc, du coup, à partir de là, eh bien, au nom de la liberté de la navigation en espace marin international, les Américains font le déplacement avec 1 ou 2 frégates par mois, je l'ai dit tout à l'heure, des passages assez fréquents avec l'Australie et le Japon, parfois avec d'autres, l'Inde, le Canada, la France, une fois par an, j'en ai parlé tout à l'heure. Et aussi, c'est pour marquer notre opposition à l'interprétation chinoise de l'article 7 concernant les lignes de basse droite, ce dont je viens de vous parler, à propos du rattachement de Taïwan à la Chine, sur le plan du droit international. Donc, ma foi, la Chine est contrariée, elle est héritière, elle se fâche, elle menace d'attaquer Taïwan si Taïwan déclare l'indépendance, ça c'est important. À l'issue du 20e congrès du Parti communiste, Xi Jinping, après 8 pages de laïus, a quand même consacré pacifique, a consacré quand même une ligne en disant que si toutefois Taïwan déclarait son indépendance, eh bien, il serait sujet à une attaque de la part de la Chine continentale pour reconquête. Donc sous Trump, eh bien, les Américains ont encouragé les Taïwanais à déclarer leur indépendance, mais manifestement, sous Biden, il y a un bémol qui est apporté. La Chine rappelle à tous ceux qui ont ouvert leurs relations diplomatiques avec elle, que dans les engagements internationaux qui ont été pris, tous, y compris la France, ont reconnu que Taïwan faisait partie intégrante de la Chine. Donc il y a actuellement 2 pouvoirs de chaque côté, un pouvoir ex-nationaliste sur Taïwan et le pouvoir communiste de l'autre côté. Mais il y a bien entité chinoise, même si une partie de la population taïwanaise ne se reconnaît plus chinoise, mais strictement taïwanaise. Enfin, toujours est-il, on en est là. Donc la Chine rappelle ça. Effectivement, on a pris ses engagements internationaux. Il y en a qui chipotent sur le plan de l'histoire. Ben, l'histoire, elle est sans appel, puisque les empereurs mandchous, à partir de 1600 et quelques, ont conquis définitivement, rattaché définitivement Taïwan à la Chine. Donc sur le plan historique, ben, c'est pas la peine de chipoter, ce sont les faits. Bien. Maintenant, le problème, c'est effectivement qu'est-ce qui se passera si les Chinois s'amusent à attaquer Taïwan. Enfin, s'amusent. Donc, à partir du moment où il y a eu la guerre en Ukraine, tout le monde a été atteint du syndrome de la guerre en Ukraine, et ça dit, les journalistes étaient contents, ils allaient avoir quelque chose de plus à trouver pour leurs journaux, ça va être la guerre avec Taïwan, etc. En fait, ça ne va pas se passer comme ça. Cela dit, il y a quand même une menace de guerre. Il y a une menace de guerre, et ça s'exprime de cette façon-là. D'abord, une multiplication des raids aériens
au-delà de la ligne médiane entre la Chine continentale et Taïwan. Cette ligne médiane, elle était instaurée par entente tacite, elle n'existe pas, hein, simplement une entente tacite entre les communistes et les nationalistes. Ben oui. Et donc les Chinois, pour dire attention, on va vous attaquer, eh bien, ils s'amusent à passer par-dessus la ligne et revenir chez eux. Ils ne viennent jamais. Alors la presse dit, les Chinois sont entrés dans l'espace aérien taïwanais. C'est faux. Ils sont rentrés dans la zone d'identification et de défense aérienne de Taïwan. Et déjà, quand vous regardez les limites de cette ADIZ taïwanaise, parce que les Taïwanais y ont droit, eh bien, ça mord sur la province de Fuzhou, donc du Fujian, je veux dire. Et quand un avion de chasse décolle du continent, eh bien, il est déjà dans l'ADIZ taïwanaise. Donc, on ne peut pas dire. Ce sont aussi les démonstrations navales chinoises d'intimidation dans le détroit et en mer des Philippines. Alors là, je n'ai pas tout relevé, tous les exercices, mais simplement les exercices majeurs. Et vous pouvez voir qu'en 2022, ils ont été particulièrement actifs avec des exercices antiréels, des exercices de débarquement, ça c'est significatif, des exercices combinés terre, air, mer, missiles, et puis pas mal d'opérations du Shandong, donc le deuxième porte-avions, en mer de Chine du Sud, parfois en retour d'une opération dans le Pacifique, en mer des Philippines. Avril 2023, il y en a une autre, puis récemment, à la mi-septembre 2023, le groupe aéronaval Shandong, lui, est allé en mer des Philippines et il est revenu finir son exercice de 5 jours en mer de Chine du Sud. Montée des tensions également provoquée par les Américains, puisque contre vents et marées, ils continuent à venir voir carrément, c'est de la provocation vis-à-vis de la Chine, et Kamala Harris, la vice-présidente, en août 2022, est venue à Taïwan. Donc il est bien évident que ça ne pouvait pas faire plaisir aux Chinois, et la réplique a été assez rude, puisque tout de suite après la visite, ils ont mis, alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, sur le coin du bureau, en disant on va faire ça, c'est préparé depuis longtemps évidemment, mais ils les ont mis en œuvre. 6 zones d'exercice antiréel autour de Taïwan, vous les avez en chure ici. Ce sont 11 missiles balistiques à portée intermédiaire qui ont été jetés dans la mer dans ces zones-là, dont 2 qui sont tombés dans la zone économique exclusive du Japon. Alors les Japonais n'étaient pas contents, mais sur le plan du droit international, on a le droit de faire tomber des missiles dans une zone économique exclusive du voisin, puisque c'est la liberté internationale qui s'affiche. C'est le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, donc j'ai repris celui de la visite de Kamala Harris, 131 sorties d'avion au-dessus de la ligne médiane, des vols de drones dans les zones économiques exclusives du Japon et de Taïwan. Et alors ? Donc là, il y a véritablement une démonstration de la capacité chinoise de faire quelque chose. Problème, qu'est-ce qu'il va se passer actuellement ? Madame Tsai Ing-wen est en gros indépendantiste. Elle ne le dit pas trop fort parce qu'elle se dit, compte tenu de la menace que nous présentent les Chinois, le continent, il ne vaut mieux pas le dire trop fort. Mais enfin, en tout cas, au mois de janvier, il doit y avoir les élections à Taïwan. Se décideront qui sera le nouveau président. Donc il y a William Lai qui se présente, qui est successeur de Tsai Ing-wen, qui lui aussi est du même parti et qui est indépendantiste. En revanche, le Kuomintang, l'ancêtre du parti nationaliste qui s'est installé sur Taïwan en 1949, a du mal à émerger dans les sondages et il est obligé de s'allier avec le Parti populaire de Taïwan. Alors, le Parti populaire de Taïwan, je ne sais pas trop ce qu'il représente, s'il est à gauche, au milieu, enfin bon, c'est le Parti populaire de Taïwan. Donc s'ils réussissent à s'allier, ils sont susceptibles de gagner les élections. Si c'est le William Lai qui gagne, la situation va empirer puisque c'est un indépendantiste. Donc la menace chinoise sur Taïwan va continuer. Si c'est l'association Kuomintang, Parti populaire PPTW, Taïwan qui gagne, là on risque de retomber dans une période un peu plus paisible, d'autant plus qu'il y a des relations extrêmement puissantes des deux côtés des rives du détroit de Taïwan.
il y a un schéma d'affaires extrêmement important entre les hommes d'affaires taïwanais et du continent. Il y a même des usines taïwanaises qui sont implantées dans le Fujian. Donc il est bien évident que le monde des affaires préférerait un retour à la paix dans ce secteur-là. Et de l'autre côté, alors c'est pareil que chez nous, hein, il y a la population qui dit quelque chose qui a des souhaits, et puis par jeu politique, la population n'a pas toujours satisfaction, évidemment. Hein. Bon, ben là, la population taïwanaise, 25% de la population taïwanaise est favorable à l'indépendance. 75% veulent le statu quo sous diverses formes. On négocie avec les Chinois la réunification, ça peut durer une éternité. On revient à la Chine populaire quand la Chine populaire aura un régime démocratique, ça on peut toujours rêver pour l'instant, en tout cas. Donc voilà. Et donc, entre le gouvernement actuel et puis la population, il y a quand même une espèce de dissonance où la population n'est pas écoutée puisqu'elle voudrait quand même avoir la paix. Alors qu'est-ce qui se passerait cette fois-ci? On rentre dans le vif du sujet. Et pour éviter une application américano-japonaise à partir du Japon et des Philippines, il faudrait que la Chine soit capable de mener une véritable opération chirurgicale contre Taïwan pour éviter les retombées. Alors qu'est-ce qui se passerait? Donc voilà, simuler l'attaque chinoise calibrée. Donc le problème, c'est que si la Chine n'est pas capable de faire une attaque de précision, eh bien les îles nord du Philippines sont capables d'être entraînées dans la guerre. Alors quand on regarde de près, on se dit, bon, finalement, entre la dernière île des Philippines, Ibayat, ici, il y a 143 km avec le sud de Taïwan. Si on enlève les 12 000 marins de là, les missiles chinois sont suffisamment précis pour ne pas tomber sur les îles Philippines. Alors, si les Philippines sont touchées, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le traité de défense mutuelle de 1951 entre en vigueur. Et là-dessus, eh bien, les Philippins et les Américains se préparent à cette éventualité d'une retombée d'attaque chinoise contre le territoire philippin. Donc les Philippins, eux, ils sont pas très chauds. Vous imaginez, vous êtes au milieu de la bagarre. Vous êtes au milieu de la bagarre, mais vous y êtes entraînés contre votre gré. Alors les Philippins sont d'abord intéressés par le soutien américain, le soutien que les Américains pourraient leur apporter dans la défense de leurs droits, dans leur zone économique exclusive. Bon, enfin, ils sont quand même résignés et ils se préparent avec les Américains. Donc à partir de là, il y a eu l'annonce de la reprise des patrouilles communes en mer de Chine du Sud à partir de cet automne, ça je vous en ai parlé, avec un double objectif pour les États-Unis, évidemment de protéger les Philippines, mais également être prêt à batailler avec les Chinois si c'était nécessaire. Donc à partir de là, plusieurs accords intermédiaires complémentaires ont été apportés au traité de défense mutuelle, avec deux accords majeurs. Le 10 février 1998, un accord sur les forces hautes, Visiting Forces Agreement, et le 28 avril 2014, un complément avec l'accord de coopération renforcée de défense. Bien, l'essentiel des deux accords, on ne va pas rentrer dans le détail, il y a plein de choses évidemment, mais il y a une reprogrammation des exercices militaires. Alors il y en a un paquet avec entre les Philippins et les Américains. Évidemment, la fourniture de matériel militaire, alors là non plus, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qui est fourni, mais en particulier des missiles. Et puis surtout, l'ouverture de 9 bases aux Américains, et ça, c'est tout nouveau. En 2016, les Philippins leur avaient quand même accordé 5 bases, et 4 nouvelles ont été apportées en 2023. Et on voit bien que, sur leur insistance, les Américains ont réussi à se rapprocher du nord des Philippines. Alors, ce ne seront pas des bases comme celles de Subic Bay ou de Clark, dont ils ont été chassés en 1991, mais ils pourront faire tourner leurs unités tous les 6 mois. Bon, c'est un petit peu comme s'ils étaient présents en permanence, mais ça évitera de faire qu'ils se sentent un peu moins chez eux que lorsqu'ils étaient à Clark et à Subic Bay. Alors, dans cette optique toujours de la guerre possible avec
la Chine, eh bien, les Américains sont en train de travailler les Philippins au corps pour pouvoir s'installer sur l'île d'Ibayat, la plus au nord, qui est ici, pour pouvoir en tout cas mieux contrôler tout ce qui va passer par le détroit de Bashi, que ce soit ici ou que ce soit ici, parce que les Chinois ne vont pas s'embêter avec la Convention des Nations Unies pour faire passer leurs sous-marins, non pas en surface comme l'exige la Convention, mais en sous l'eau. Une petite vue de l'île Ibayat, qui est quand même, malgré le petit point que ça représente, qui est quand même assez conséquente. Passons au Japon. Qu'est-ce qui se passerait si les Chinois étaient capables de mener une guerre calibrée contre Taïwan sans toucher le Japon? On a les Sankaku qui sont ici à 210 km, donc il n'y a pas de problème. Et ici, la dernière île, Yonaguni, à 115 km. Si on enlève la mer territoriale plus la zone économique exclusive, 24 000 marins, donc 48 km en gros, les missiles devraient passer sans problème. Donc, normalement, on est dans un état, si les Chinois voulaient éviter l'entrée en guerre des Américains et du Japon, il faudrait qu'ils puissent appliquer leurs frappes et leurs attaques de manière extrêmement calibrée, y compris pouvoir faire passer leurs porte-avions par ici sans risquer d'être tirés par les États-Unis tant qu'ils ne seraient pas entrés en guerre. Un petit rappel sur ce que sont les îles Ryukyu, géographiquement, pour vous donner une idée de ce que c'est. On a ici la préfecture d'Okinawa, là où est basée la 7e flotte américaine. Les voilà de manière géographique avec un détroit particulièrement important, c'est le détroit de Miyako. Bon, il est quand même important, 150 km. C'est un très très large détroit, mais la marine chinoise s'entraîne régulièrement à passer par tous les détroits par lesquels elle peut passer au travers du Japon. Et les Japonais, dans leurs îles du Nord en particulier, ont décidé d'eux-mêmes de limiter leur mer territoriale à 3 km pour permettre la navigation internationale entre leurs îles, alors qu'ils pourraient carrément boucher le passage, puisque les mers territoriales sont de 12 000 marins. Cela dit, les Japonais sont également tenus, comme les Philippins au droit des États archipels qui doivent définir des zones de passage internationales pour la navigation internationale. Mais là, c'est un autre problème. Donc, pourquoi une menace sino-russe face au Japon? D'abord, à cause de la quasi-alliance sino-russe depuis 2014. La position japonaise, farouchement pro-otanienne et pro-américain depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors, il est évident que ça ne peut pas ravir ni les Russes ni les Chinois. Traduction concrète, c'est la rupture des négociations entre les Russes et les Japonais sur les 4 îles du sud des Kuriles et depuis 2021, des manœuvres navales annuelles sino-russes dans les environs du Japon. Alors, comme les Japonais sont extrêmement minutieux, ils font des rapports extrêmement précis sur ce qui se passe autour de chez eux. Ils les communiquent aux Américains et ça sort dans la presse militaire américaine. US Navy Information. Donc voilà, alors on ne va pas détailler tout ça, mais c'est pour vous montrer à quel point, pas à pas, les Japonais sont capables de suivre ces manifestations d'intimidation sino-russe autour de leur territoire. Autre chose, les patrouilles aériennes chinoises en mer de Chine du Sud et japonaises, en mer de Chine de l'Est et en mer de Chine du Japon. Là aussi, ça, vous avez la représentation des patrouilles mixtes japonaises et russes en 2022, en mai 2022, en novembre 2022, et il y en a eu d'autres depuis. Je n'ai pas les comptes rendus de 2023, pas encore. Les sorties combinées, alors pas combinées, pas en même temps, mais on va dire d'un côté les Russes et de l'autre côté les Chinois. Depuis 2013, on a eu total de sorties en 2023, 424, un peu moins qu'en 2022, 446. Une sortie, c'est un avion. Face aux Russes, pareil, 2023, 110, 2022, 150. En revanche, ça augmente. Mais on doit également aux Japonais la tenue de ces registres. Une autre vue, c'est sorti du livre blanc de la défense japonaise
de cette année. On a le nord, j'ai fait exprès de marquer le nord comme ça, sinon on ne s'y retrouverait pas dans ce graphique qui marque en rouge les incursions japonaises, russes, et en jaune les incursions chinoises. Là, ce graphique-là, alors c'est pas la peine de rentrer, c'est tous les passages qui ont été marqués dans les différents détroits, enfin les principaux détroits, notamment celui de Miyako. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que ça a provoqué comme sortie japonaise, parce que chaque fois qu'il y a un hostile qui passe à côté de la maison, eh bien, il y a un avion qui décolle pour voir ce qui se passe, l'identifier, lui intimer l'ordre de quitter l'espace aérien, etc. Donc on les piste, tout le monde se piste. Qu'est-ce qu'il se passerait? Est-ce qu'il y aura un appui russe aux Chinois face au Japon et aux États-Unis dans le cadre d'une guerre qui se répandrait au nord et au sud de Taïwan? Donc même si aujourd'hui il y a des manœuvres d'intimidation aéronavale sino-russe autour du Japon, est-ce que les Russes s'engageraient? Là-dessus, je serais assez prudent. Je dirais qu'il pourrait y avoir un appui possible, mais pas forcément garanti. En parallèle, on peut imaginer l'hypothèse d'une saisie de l'opportunité de la situation par le Corée du Nord pour envoyer une frappe de missiles à la fois contre le Japon et la Corée du Sud. Donc il pourrait très bien agir comme supplétif des Russes, en particulier depuis que Kim Jong-un est allé voir Poutine à Vostochny, le 13 septembre de cette année, où il a présenté sa shopping list, et puis notamment en armement de haute technologie, en échange de livraison d'armement, mais surtout d'obus, à la Russie, sous réserve que les calibres marchent. Alors pour se donner une petite idée de la menace nord-coréenne, alors on ne va pas détailler tout ça, mais quand même ils ont une sacrée série de missiles qui est impressionnante. Alors quels sont ceux qui là-dedans qui marchent encore, quels sont ceux qui sont réformés, quels sont ceux qui sont en progrès? Je ne rentrerai pas dans ce détail. Comment le Japon voit la menace autour de son territoire, dont en bleu les alliés et en rouge les ennemis potentiels. Les ennemis potentiels, quand on regarde la Chine, 970 000 hommes contre 94 000 hommes taïwanais. Il est bien évident que, vu l'étroitesse du front taïwanais, les Chinois ne vont pas engager 970 000 hommes. S'ils en engagent 17%, ça ferait 97 000 contre 94 000. Sachant que si les Taïwanais auront une première ligne, les Chinois auront cette ligne derrière. Donc à partir de là, les Japonais se sont dépêchés de reformuler leur politique de défense et en particulier leurs programmes qui ont évolué de 1976 à 2022 en tenant compte de l'évolution de la situation non seulement régionale mais aussi mondiale et des menaces qui s'expriment. On voit les Japonais s'éloigner de la politique d'autodéfense puisque l'article 9 de la Constitution stipule la renonciation au droit souverain à la belligérance. Alors bon, il faudrait l'analyser à fond, mais enfin ça veut dire que les Japonais n'ont que le droit de se défendre, un point c'est tout. Se pose le problème qu'à partir du moment où les Japonais accroissent les capacités de leurs propres missiles, est-ce qu'en cas de menace de la Chine, ils doivent mener une attaque préemptive ou une attaque de défense? Donc si c'est une attaque préemptive, manifestement, il y a violation de l'article 9 de la Constitution. Donc il est manifeste qu'ils ne pourront attaquer les Chinois que s'il y a une menace validée, c'est-à-dire qu'il y a déjà des ogives chinoises dans l'espace pour attaquer le Japon, pour que le Japon puisse répondre. Les Japonais ont décidé d'augmenter leur budget. Alors déjà, depuis 2013, on voit qu'il y a une petite progression, mais surtout, à partir de l'année dernière, ils ont décidé qu'entre 2024 et 2029, eh bien, les budgets seraient augmentés de 7 fois pour arriver à 288,8 milliards de dollars. Cette menace, je passe rapidement là-dessus. Face donc à cette menace, eh bien, les Japonais augmentent leur capacité de défense et en particulier, ils étendent la portée de leurs missiles de croisière ici.
le T-12 pour pouvoir atteindre le territoire chinois. On les voit également remodeler leur organisation territoriale de force. Donc là, vous avez les 4 îles principales du Japon. Comment ils organisent leur système, réorganisent leur système de détection. Et donc, vous voyez, il y a des radars tout partout autour de cette côte. Et comment ils réorganisent leurs unités dans les Ryukyu et sur l'île la plus au sud du Grand Japon, l'île de Kyushu, hein, ici. Voilà. Dans ce cadre-là, eh bien, il y a renforcement de la coopération américano-japonaise avec comme base le traité de coopération mutuelle et de sécurité du 19 janvier 1960, avec la 7e flotte qui reste toujours à Okinawa, qui mène des exercices communs avec le Japon, et puis on voit une accentuation de la fourniture des armements américains, en particulier annoncé récemment le déploiement des Reapers, hein, les drones d'observation américains. Dans cette guerre future possible sino-taïwanaise, donc on approche, compte tenu de ce que je viens de vous dire, de l'implication de ce que j'appelle les périphériques lointains, c'est-à-dire les États-Unis qui sont à la fois proches et lointains, qui sont forcés à s'engager pour défendre Taïwan. Alors le problème de Taïwan, si les Chinois attaquent Taïwan, il y a CSIS, enfin le Centre d'études internationales et stratégique américain, qui a publié un ouvrage qui s'appelle « La première bataille de la prochaine guerre », jeu de guerre sur une invasion chinoise de Taïwan. Eh bien, ils ont joué sur quelque chose comme 40 ou 42 scénarios. Et à chaque fois, les forces américaines ne peuvent arriver que 70 jours après le début de la bataille. 70 jours après le début de la bataille. Ça veut dire que Taïwan serait ratatiné à ce moment-là. Zorro n'arriverait pas au bon moment. Alors, ça pose de gros problèmes. Donc, le problème, c'est qu'il ne serait pas présent suffisamment tôt pour défendre Taïwan. Et dans ces cas-là, les Américains compteraient d'abord sur les forces qui sont en place, mais également sur les Japonais. Alors, si le sud du Japon est touché, eh bien, on a activation du traité de défense américano-japonais avec l'entrée en guerre des États-Unis. Avec en réaction des attaques chinoises potentielles sur la 7e flotte à Okinawa, si elle n'est pas sortie d'Okinawa, ou sur Okinawa carrément en pensant que les Américains y sont toujours, mais là il y aurait atteinte du territoire japonais, et le gouverneur d'Okinawa ne cesse de dire, mais attention, la présence américaine sur Okinawa est un danger pour le Japon. Il y aurait des frappes sur la base US de Guam, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans mon graphique, avec la triple coupole réalisée à partir de missiles à portée intermédiaire. Et puis sur les porte-avions, puisque ces missiles sont contre-avions. Il y aurait une réaction russe? Oui, non. Mais enfin, s'il y avait une réaction russe, elle serait en attaque de couverture du flanc nord des opérations chinoises, et les Japonais seraient donc entraînés aux côtés des Américains dans cette guerre. C'est la raison pour laquelle donc ils modifient leur politique de défense et ils appellent l'OTAN à s'impliquer. Ça pose un autre problème. Deuxième concerné, c'est l'Australie. L'Australie s'implique de plus en plus dans les questions des défenses de liberté de la navigation en mer de Chine du Sud, et elle doit faire face à des incidents face aux milices maritimes chinoises qui se sont amusées à illuminer au laser des pilotes d'hélicoptères du porte-hélicoptère australien qui était dans le secteur. C'est le renforcement des coopérations de défense avec le Japon et les Philippines. L'Australie est impliquée aussi là-dedans. Elle est un petit peu tête chercheuse des Américains, on va dire, d'autant plus qu'elle a signé le 15 septembre 2021 l'accord AUKUS,
australien, UK, United States, et avec comme visée d'abord pour l'Australie, non pas de venir en aide des Américains face à Taïwan s'il y avait une attaque sino-taïwanaise, mais simplement pour avoir la défense des Américains face à une agression chinoise contre eux en Australie. Et de l'autre côté, du côté des Américains, eh bien, c'est d'espérer que les Australiens seraient à leur côté pour se battre contre les Chinois à cause de Taïwan. Donc finalement, on a beaucoup parlé du contrat des sous-marins français, qui avait été, le contrat avait été dénoncé par les Australiens, mais c'est un dégât, je vais dire collatéral de cet accord AUKUS, car au départ, il n'y avait pas volonté australienne de renier ce contrat, mais du fait d'entrer dans l'AUKUS, ils y ont été poussés par les Américains qui voyaient d'un mauvais œil que l'Australie puisse s'équiper de sous-marins français. Donc, du côté de l'Australie, l'engagement voulu par les Américains n'est pas forcément acquis, parce que même les Australiens l'ont dit aux Américains. Il ne faut pas spécialement compter sur nous dans une opération face aux Chinois à cause de Taïwan. Ils ne l'ont pas dit textuellement comme ça, mais ils l'ont fait savoir. Le troisième concerné, c'est l'OTAN. Et là, on va finir là-dessus. C'est un mouvement qui est encouragé par le Canada, les Royaumes-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas. L'Allemagne et les Pays-Bas qui n'ont aucune signification stratégique en Indo-Pacifique, puisqu'ils n'y sont plus. Alors ils y reviennent petit à petit avec des accords avec les Japonais, etc., surtout les Allemands. Donc il y a déjà des accords de coopération qui existent entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud, ce qu'on appelle les Asia Partners 4, les 4 partenaires asiatiques, avec déjà un projet d'installation d'un bureau de représentation de l'OTAN à Tokyo. Et là, dans ce rôle de tête chercheuse, eh bien, il y a l'ambassade du Danemark qui s'y emploie. Et du côté du Japon, les Japonais qui crient les bras en l'air, les Chinois vont nous attaquer, les Chinois vont nous attaquer, eh bien la complainte a été entendue, puisque le Japon, avec les 3 autres AP, sont admis au sommet de l'OTAN depuis 2022, depuis le sommet de Madrid. Il y a même un accueil potentiel du Japon au Conseil Nord de l'Atlantique et régulièrement aux réunions des responsables défense de l'OTAN. Ça, c'est ce qui ressort des engagements, des entretiens Kishida-Stoltenberg, qui est venu à Tokyo le 31 janvier de cette année. Donc, on considère que les Japonais sont déjà dans le traité de l'Atlantique Nord. Or, le président Macron, et j'espère bien qu'il ne changera pas son orientation, personnellement, il a fait savoir que le traité de Washington s'appliquait uniquement à l'Atlantique Nord, au territoire de l'Atlantique Nord, États-Unis compris, évidemment. Alors, le problème dans cette affaire, pour continuer de l'accueil du Japon au Conseil de sécurité, c'est que dans les accords qui existent actuellement de coopération entre les AP4 et l'OTAN, il n'y a que l'Australie qui a signé pour des programmes de coopération opérationnelle, du dur, du conflit, alors que les Japonais sont sur la logistique. Alors c'est opérationnel aussi la logistique évidemment, la logistique, la cyberguerre, le développement durable, etc. Donc autant dire que les Japonais, c'est un peu armons-nous et partez, quoi. Ils crient, mais il faut que l'OTAN vienne à son secours, vienne à leur secours. Voilà le problème. Alors pour la France, la France, elle est embringuée dans cette affaire-là puisqu'elle est membre de l'OTAN. Donc lors du sommet de Vilnius, quand même, notre voix a été entendue puisque Stoltenberg, qui voulait que les décisions soient prises à la majorité, les accords disent que les décisions doivent être prises à l'unanimité. Et donc là, la France a été entendue. Et donc du coup, dans la déclaration finale du sommet de Vilnius, il n'a pas été question de parler de l'OTAN en Indo-Pacifique. Mais ne vous faites pas d'illusions, ça va continuer parce que par derrière, qu'on le veuille ou non, il y a des Américains qui poussent à la roue et qui voudraient bien nous engager, nous, Européens, face à la Chine en cas de conflit avec eux.
Alors la crainte pour nous, c'est de nous engager aux côtés des Américains dans un cas où les Américains auraient poussé à la roue pour que les Taïwanais déclarent leur indépendance. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas se soucier du sort de Taïwanais, mais il y a d'autres moyens que de provoquer une guerre comme les Américains, pas sous Biden, mais en tout cas sous Trump, l'auraient voulu ou le voudraient bien. Voilà, donc voilà le problème qu'il se pose pour nous. Et qu'est-ce qu'il arriverait à partir de là? Nous, on a peu de moyens quand même en Indo-Pacifique. Les Chinois ont quand même la capacité, même s'ils ont des difficultés à sortir de leur mer, de s'en éloigner. Eh bien, il y aurait une possibilité de destruction de nos forces locales, il y aurait vulnérabilité de nos possessions, et en premier lieu qui serait visée par les Chinois, et il apparaît de plus en plus important pour la France de s'y maintenir, à la fois pour des intérêts économiques, puisque nous avons la deuxième plus vaste zone économique exclusive du monde, et nous avons le nickel en Nouvelle-Calédonie, mais pour n'en citer que quelques-uns, nous avons d'autres intérêts économiques, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, et également stratégiques, parce que stratégique, ça contribue nous contribuons aux activités de la préservation du droit international de la mer en Indo-Pacifique, et sans contrainte du corset OTAN, eh bien, on travaille en bonne entente avec les Japonais, les Australiens, les Sud-Coréens, pour diverses opérations. Ça peut être la surveillance des pêches, notamment, puisque les Chinois sont de véritables pilleurs du Pacifique. Mais au moins, la France resterait libre de choisir au cas par cas ses engagements. Manque de chance, si l'OTAN s'engage en Indo-Pacifique contre la Chine, aux côtés des Américains, eh bien, nous pillerions nos pauvres moyens que nous avons sur place. Je ne vois pas pourquoi, parce que les Américains auraient provoqué les Chinois, eh bien, nous sacrifierions la vie de nos gars en premier et nos moyens. Donc, en plus de ça, nous disposons quelque chose de territoire qui intéresse non seulement les Américains, mais les Australiens, parce que nous sommes en position de commande, comme le montre cette carte. Regardez la Nouvelle-Calédonie, elle boucle carrément le sud des États du Pacifique, qui sont carrément, tout ce qui est en rouge, ce sont tous les États qui ont abandonné leurs relations avec Taïwan au profit de la Chine populaire. Et en bleu, ceux qui maintiennent leurs relations avec Taïwan, avec le soutien des États-Unis. Et quand on regarde la Polynésie française, eh bien, c'est un véritable tremplin pour les Chinois pour atteindre l'Amérique centrale et à partir de là, l'Amérique du Sud. Alors, je ne dis pas qu'on est là pour défendre les intérêts américains, pas du tout, mais les Américains ont intérêt à faire en sorte que nous puissions rester en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie sans se mêler de nos affaires. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ces positions apportent la preuve que les autres États de la région, ce que je viens de vous dire, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, ont aussi un haut intérêt à ce que la France se maintienne dans ses possessions en Pacifique Sud. Et ça, il faut le dire. Alors, on va être attaqué sur la néocolonisation, etc., etc., mais enfin, ça se passe bien. Donc, les mers d'Extrême-Orient, comme je viens de vous le dire, sont des mers en extrême tension, avec une imbrication de problèmes multiples et de réels risques de dégénérescence en conflit. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et un petit peu de publicité pour Daniel Scheffer.